Je vais commencer par les défauts ou les inconvénients parce qu'ils ont été déjà soulignés et remarqués dans le cadre de l'adoption de la loi dite Sapin II en 2016, qui a créé une convention judiciaire d'intérêt public pour les infractions de corruption, de blanchiment de fraude fiscale et puis de fraude fiscale. Et à l'époque, lors des débats qui ont précédé l'adoption de cette loi, certains, et en particulier le Conseil d'État, avaient remarqué qu'une telle convention risquait de porter atteinte à l'exemplarité de la justice, et aussi, dans une moindre mesure, aux droits des victimes. Alors, sur le second point, le projet de loi a pu corriger pour mieux prendre en compte les intérêts des victimes. Mais s'agissant du premier argument, l'argument est souvent relayé. Ces accords négociés avec des grandes entreprises donnent l'impression d'une justice en catimini, d'une mesure de faveur faite à des grands groupes qui font de la corruption. Et on voit que cet argument risque à nouveau de se développer s'agissant des infractions environnementales. Et on aurait l'impression qu'on fait des cadeaux aux pollueurs. Sur ce point, je crois qu'il faut faire attention et éviter tout dogmatisme et au contraire avoir une approche plutôt pragmatique. S'agissant de la lutte contre la corruption, à l'époque, on faisait remarquer, par exemple, que lors de débats de la loi, aucune entreprise n'avait jamais été condamnée pour des faits de corruption internationale, d'où la nécessité de rechercher des solutions plus simples et peut-être plus avantageuses. Et s'agissant des infractions environnementales, on se retrouve face à la même difficulté. Il y a peu de poursuites et de condamnations. C'est que c'est une voie difficile, d'où peut-être aussi la nécessité de réfléchir à une solution plus avantageuse. Et cette solution pourrait être cette convention judiciaire d'intérêt public, écologique ou environnemental. Et selon moi, elle présente plusieurs avantages. Alors, l'avantage le plus connu, c'est pas le principal, ce sont bien sûr les montants d'amendes qui sont encaissés. Et si on prend l'exemple des CJIP en matière de corruption et de blanchiment, on a des records qui sont battus. On a commencé avec les 300 millions d'euros d'amendes versées par HSBC. On a fini avec plus de 2 milliards d'euros d'amendes versées par Airbus. Si on réfléchit à ces montants qui sont considérables, et si on réfléchit à leur affectation à la réparation du préjudice écologique, on voit déjà un intérêt. Mais à mon avis, les deux avantages sont tout autres. Le premier, c'est l'avantage de l'efficacité. La convention judiciaire d'intérêt public écologique pourrait être plus efficace que la voie judiciaire, tout simplement parce qu'elle permet de lever certains obstacles, des difficultés en termes de preuves, pour déterminer la chaîne de responsabilité, pour identifier les fautes commises par chacun. Tout ceci pourrait être évité, ou du moins simplifié, en sollicitant la collaboration des personnes concernées. Et puis le second avantage, c'est un avantage de rapidité. L'accord conventionnel, la convention judiciaire est plus rapide. Si l'on prend un exemple connu, c'est-à-dire l'affaire de l'Erika, c'est une quinzaine d'années, alors qu'un accord peut permettre d'obtenir une solution en quelques mois. Et lorsque l'on pense à la réparation du préjudice écologique, ce temps gagné est un temps important. Si on poursuit l'analogie avec le modèle qui existe pour la lutte contre la corruption et le blanchiment de fraude fiscale et la fraude fiscale, on pense tout de suite aux personnes morales, et en particulier aux entreprises, aux grandes entreprises, aux grands groupes, non pas pour leur faire une faveur, mais au contraire parce que ce sont elles qui ont le plus d'intérêt à accepter une convention judiciaire d'intérêt public. On sait les avantages pour la justice de ces conventions, et ces conventions ont aussi un intérêt, des avantages pour les personnes à qui on les propose. Essentiellement, elles leur permettent d'éviter le risque d'une condamnation pénale, et une condamnation pénale qui est souvent synonyme d'exclusion des marchés publics. Donc pour éviter ce risque, les entreprises sont prêtes à payer des sommes qui peuvent être des sommes considérables, et donc on voit bien que ce sont vers elles sans doute que ces conventions judiciaires d'intérêt public environnemental ou écologique auraient le plus de chances de succès. S'agissant des personnes physiques, elles sont exclues aujourd'hui du dispositif qui existe pour lutter contre la corruption, pour des raisons différentes, mais notamment parce que lorsqu'il y a des faits de corruption, c'est souvent parce qu'il y a une personne physique corrompue qui a accepté le pacte corrupteur, qui a peut-être peu d'intérêt à dévoiler les faits. S'agissant des infractions environnementales, il pourrait y avoir des personnes physiques qui auraient commis des fautes d'imprudence, de négligence, et qui pourraient être intéressées par la conclusion d'un accord. On peut réfléchir à peut-être un domaine plus large s'agissant des personnes, et cela implique également de réfléchir à ses conséquences, à la cohérence du dispositif. Il y a des problèmes en termes de représentation qui se poseront, et puis des problèmes en termes de contenu de l'accord. On sait par exemple qu'on peut envisager des mesures ou des programmes de conformité au sein de l'entreprise, ça ne s'appliquerait pas évidemment aux personnes physiques. S'agissant des infractions, en un mot,
le domaine de la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental pourrait être plus ou moins étendu, mais je crois qu'il faut évidemment exclure les hypothèses où l'infraction environnementale aura causé des blessures, ou pire, un homicide involontaire. En excluant ces qualifications, ça me semble être absolument essentiel. Pour le reste, je serais partisan de retenir une approche large, un domaine large, pour laisser ensuite la possibilité aux magistrats de choisir là où la mesure semble être opportune, en fonction de circonstances locales, en fonction d'un type particulier de délinquance qui existerait ici ou ailleurs, et ne pas être dans une catégorisation trop figée. La répartition des rôles est connue. On a d'un côté le magistrat du parquet, le procureur qui est à l'initiative, et le magistrat du siège, le juge, qui lui est à l'homologation. Cette répartition est assez logique et cohérente. Elle reflète ce que l'on connaît déjà s'agissant des autres mesures alternatives. Le procureur a l'initiative parce qu'il dispose de l'opportunité des poursuites. C'est lui qui peut choisir une alternative ou des poursuites, et surtout quelle alternative et quel mode de poursuite. Donc c'est à lui qu'il revient le choix d'orienter l'affaire vers une convention judiciaire d'intérêt public, et il lui appartiendrait également d'en déterminer le contenu. Alors on sait tout de même, s'agissant des conventions judiciaires d'intérêt public, que le contenu est souvent discuté avec la personne à qui on le propose. Il y a des négociations, il ne s'agit pas d'un marchandage pour autant. Il y a des discussions sur le montant de l'amende, sur la durée du programme, et même sur les termes qui sont utilisés, parce que ces termes peuvent être importants. Il ne faut pas penser pour autant que le procureur réfléchit seul. Il y a une concertation au niveau de la juridiction pour savoir, il y a des discussions avec les magistrats du siège, quelles sont les mesures susceptibles d'être homologuées. Parce qu'à l'autre bout, évidemment, c'est le magistrat du siège qui retrouve son office et qui vient ensuite homologuer ces accords, d'où la nécessité de discussions en amont pour que tout ce travail ne soit pas mis en œuvre inutilement. S'agissant de cette répartition, il y a quand même une complexité nouvelle avec la Convention judiciaire d'intérêt public parce qu'elle peut être proposée au cours d'une instruction. Et c'est tout à fait utile puisqu'elle peut permettre de débloquer une situation, une instruction qui dure. Je parlais d'Erika tout à l'heure, c'est 7 années d'instruction. Une instruction qui dure parce qu'il manque des éléments, des expertises contradictoires, etc. Et parfois, en recherchant la collaboration d'entreprise, qui peut être une collaboration active d'ailleurs, qui peut elle-même apporter des éléments de preuve, on va pouvoir débloquer cette situation. Et cela implique alors de donner un rôle au juge d'instruction, donc au magistrat du siège, qui va devoir accepter ou décider d'orienter l'affaire vers une convention judiciaire d'intérêt public. S'agissant du suivi, je crois que la question est différente et surtout plus délicate. Instinctivement, c'est sans doute vers le magistrat du parquet, vers le procureur que l'on se tourne, puisqu'il aurait, en cas de non-respect des mesures, le soin, la charge de poursuivre l'entreprise qui n'aura pas respecté l'accord. Donc, c'est sans doute lui qui doit vérifier le respect de l'accord, puisqu'il lui appartiendrait de sanctionner ce non-respect. Mais en l'état des moyens de la justice et des fonctionnements de la justice, et en l'absence d'une force, d'une autorité de contrôle dont il pourrait disposer, cela me semble très difficile de lui confier ce suivi des accords qui sera ainsi conclu. Si l'on poursuit l'analogie avec la lutte contre la corruption, la loi Sapin II qui a créé la Convention judiciaire d'intérêt public a également créé l'Agence française anticorruption, et c'est cette Agence française anticorruption qui a la charge de suivre les programmes de conformité, notamment, mais elle a également un rôle à jouer s'agissant de la détection et puis s'agissant des peines de conformité. On pourrait tout à fait confier ce rôle à une agence ou à une autorité indépendante qui pourrait suivre les mesures de réparation, les programmes mis en œuvre. Cela permettrait d'éviter les difficultés que j'évoquais s'agissant du fonctionnement de la justice. Et puis surtout, on pourrait repenser les prérogatives de cette agence ou de cette autorité indépendante qui pourrait ainsi vérifier plus largement les mesures de réparation et non pas seulement celles qui sont acceptées dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public. Cela suppose de lui confier des moyens, bien sûr. Et on sait par exemple, s'agissant de l'Agence française anticorruption, que celle-ci commence à externaliser le suivi des programmes de conformité, ce qui peut poser des difficultés puisque certains cabinets d'avocats ont remporté des appels d'offres. Et on a un risque à terme, si jamais il devait représenter la personne morale ou un de ses concurrents, on peut voir quelles difficultés cela viendrait générer. Mais toujours est-il qu'on pourrait tout à fait confier à une autorité dotée de suffisamment de moyens le soin de suivre ces programmes. Alors, on a évidemment face à cela l'argument qui consiste à dire qu'on viendrait créer une nouvelle autorité indépendante alors qu'il en existe déjà beaucoup. Sauf qu'une autorité existe déjà, c'est l'Agence française pour la biodiversité qui pourrait donc voir ses prérogatives
élargie ou au moins repensée. Et puis surtout, on a une autorité de la concurrence, une autorité des marchés financiers, une autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une autorité de régulation des jeux en ligne. Je crois que la protection de l'environnement mériterait elle aussi qu'on lui donne tous les moyens pour assurer la prévention et la réparation des préjudices qui sont causés.